2050, qui est dans la stratégie nationale bas carbone, avec aussi un objectif de 33% de la consommation finale d'énergie en France qui devrait être assurée par les énergies renouvelables d'ici à 2030. Pour l'instant, on est à 22%. Et aussi pour vous donner une idée de comment est-ce que cette transition énergétique elle est en cours, j'ai pris un chiffre local sur la part de la consommation de la région qui est couverte, de la région sud, qui est couverte par la production d'énergie renouvelable. Et donc pour l'instant, on est à 11%, ce qui montre aussi que ce secteur il est en cours de transformation, qu'il y a encore, on va dire, pas mal d'évolutions à venir pour vraiment embrasser ces objectifs climatiques et ces objectifs nationaux et régionaux. Pour rappel aussi, là encore, j'imagine que vous le savez, l'énergie, c'est un secteur qui est aussi très dépendant de la santé des écosystèmes. C'est pas seulement un secteur qui a des impacts, c'est un secteur qui dépend directement de la bonne santé des écosystèmes pour fonctionner. Ça, c'est très, très dépendant évidemment des différentes technologies de production d'énergie. Mais on pense notamment à la question de la disponibilité en eau pour la production d'électricité, qu'elle soit nucléaire, hydraulique et même aussi thermique. La question de l'érosion des sols, qui conditionne la stabilité des infrastructures de production et de distribution d'électricité. La question de la régulation du climat en lien avec les événements extrêmes ou les fortes chaleurs. Et donc, à cet égard-là, en fait, l'érosion de la biodiversité, ça expose vraiment le secteur énergétique à pas mal de risques, que ce soit des perturbations très opérationnelles, quand il n'y a plus d'eau, notamment dans notre région, mais aussi des tensions dans la chaîne de valeur, puisqu'il y a aussi pas mal d'enjeux sur la production des matières premières et la hausse du prix des matières premières en lien avec les conditions aussi d'approvisionnement sur un ensemble de matières, on va y revenir. Et donc peut-être vraiment le message clé à avoir en tête, c'est que on va parler d'impact, mais aussi c'est un enjeu économique fort pour les entreprises d'intégrer cette question de la biodiversité en lien avec les problématiques énergétiques. Mais très concrètement, de quoi on parle quand on parle d'énergie et de filière énergie? Là, je vais vous parler aujourd'hui de la filière énergie hors carburant. On parle vraiment de la production d'électricité notamment. Et donc, en termes de chaîne de valeur, je vous ai trouvé ce petit schéma qui phase la chaîne de valeur. Il manque une partie entièrement en amont. Avant la production, il y a quand même la question de la prospection, de l'extraction et du stockage de tous les matériaux dont on a besoin, à la fois pour les infrastructures énergétiques et pour les combustibles aussi. Et donc ça, c'est cette partie amont qu'on ne voit pas sur le schéma, parce que je n'ai pas réussi à trouver de schéma qui représentait, enfin qui incluait cette partie. C'est aussi une partie qui a un impact très central en termes d'effet sur la biodiversité. Au même titre que vraiment la question de la production d'énergie, donc tout ce qui va être installation, fonctionnement, fin de vie des infrastructures de production d'énergie, et aussi la question de la distribution. Donc là, en gras, ce que je vous ai mis, c'est que tout ce volet amont, extraction et stockage de matières premières, infrastructure de production d'énergie et distribution d'énergie, c'est les trois postes qui concentrent le plus d'impact en termes d'effet sur la biodiversité. Clairement moins que la consommation et je pense dans moindre mesure aussi que tout le volet, on va dire, distribution sur le dernier kilomètre. Donc vraiment les infrastructures pardon, d'approvisionnement sur les derniers maillons quand on arrive par exemple dans une ville. Et je vous propose vraiment de faire quelques zooms sur un ensemble de modes de production, une technologie de production d'énergie, à commencer par, entre guillemets, les plus classiques, malheureusement, qui sont les combustibles fossiles. Donc, les combustibles fossiles, on parle de charbon, de gaz, de pétrole, c'est vraiment d'assez loin les modes de production d'énergie qui a l'impact le plus important sur la biodiversité, en plus d'avoir un impact qui est extrêmement majeur sur la question du climat. Pourquoi est-ce que ça n'a pas sur la biodiversité? Donc évidemment, il y a toutes ces émissions massives de gaz à effet de serre qui sont associées à la combustion des combustibles fossiles qui vont avoir un impact sur l'évolution de la biodiversité. Il y a aussi toute la question en amont de la destruction des milieux qui sont associés à toutes les phases d'extraction des minerais et des matières premières, de transport et aussi de transformation de ces matières premières. Et toutes ces étapes aussi amont, elles sont très associées à un ensemble de pollutions qui peuvent être assez fortes. Et donc, à cet égard, on est vraiment, on va dire, les fossiles, c'est un peu les mauvais élèves sur à la fois les plans climat et les plans de biodiversité. Et on va parler
là juste après des impacts sur la biodiversité, des énergies renouvelables et du nucléaire notamment, mais ça reste quand même largement moins préjudiciable sur les questions de biodiversité que les fossiles. Et donc, sur le principal levier d'action, c'est un levier d'action qui va rejoindre en fait la question de la transition climatique. C'est vraiment en fait de sortir des fossiles, donc de consommer de moins en moins d'énergie qui vient de sources fossiles et en lien justement avec les objectifs climatiques, mais de diversifier le mix énergétique, d'améliorer l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est des choses qui sont assez classiques, j'imagine que vous avez toutes et tous en tête en lien avec les questions climat. C'est intéressant de rajouter quand même la dimension biodiversité quand on regarde sur les combustibles fossiles. Pour rentrer sur une autre dimension qui est un peu plus intéressante, c'est la question du photovoltaïque et de l'éolien, donc des énergies renouvelables. Donc là encore, hein, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à le dire dans le chat parce que je pourrais détailler si besoin à la fois la question spécifique de l'éolien versus le photovoltaïque, mais là pour des raisons de temps, je vous propose de les condenser. Ces deux sources, enfin deux technologies de production dont les impacts sont principalement associés aux emprises à savoir, c'est très très dépendant évidemment de où on installe ces technologies et ces infrastructures de production d'énergie. Mais quand c'est installé sur notamment des espaces qui ne sont pas dégradés ou pas artificialisés, il y a un gros impact sur vraiment le changement d'usage des sols, l'altération et la pollution des habitats. Et aussi, en phase de fonctionnement, il y a tout un volet sur la perturbation de la faune avec donc des mortalités directes, par exemple en collision sur les éoliennes, ou de dérangements aussi par rapport à des continuités écologiques ou du passage d'espèces qui vont coup, ne vont plus pouvoir passer ou pouvoir passer aussi bien en lien avec, par exemple, des centrales photovoltaïques. Ça encore, on va y revenir dans les leviers d'action, ça dépend énormément de où est-ce qu'on installe ces infrastructures. Un petit volet aussi sur lequel je voulais insister, c'est la question de la fabrication. Toute la question de l'extraction, la transformation des matériaux qui sont nécessaires à la construction, que ce soit des infrastructures éoliennes ou solaires, ont aussi un impact important sur la biodiversité parce qu'il y a des sites d'extraction, parce qu'il y a des lieux de transformation. Et donc, il va y avoir du changement d'usage du sol, de la consommation d'eau, des pollutions, etc. Concrètement, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser l'énergie éolienne et solaire, loin s'en faut. Par contre, qu'il y a vraiment toute la question d'intégrer les enjeux de biodiversité dans la planification territoriale, très concrètement, où est-ce qu'on va installer ces infrastructures, et aussi dans la conception technique du projet, comment est-ce qu'on va concevoir le projet. Très rapidement, le premier point, c'est vraiment d'éviter les implantations en milieu naturel ou sur toutes les zones qui sont écologiquement sensibles. Donc, ça peut être des hotspots de biodiversité, ça peut être des corridors écologiques, etc. Et vraiment favoriser tous les sites qui sont déjà dégradés, que ce soit des toitures, des friches industrielles. Dans ces cas-là, en fait, les impacts d'infrastructures photovoltaïques ou éoliennes, elles ont un impact vraiment infiniment moins important que quand c'est installé sur un milieu naturel. Il y a aussi la question, une fois qu'on a choisi notre lieu d'implantation, de réduire les impacts des projets vraiment en termes de conception. Ça peut être quels sont les dispositifs techniques, par exemple pour les éoliennes, sur les vitesses de rotation, sur le type de pale, ce type de choses, sur les dispositifs de détection d'espèces. Ça peut être aussi sur la dimension des études d'impact. Comment est-ce qu'on intègre vraiment les études d'impact dans le calendrier de développement des infrastructures énergétiques et comment est-ce que parfois on va vraiment au-delà du réglementaire pour avoir une dimension qui va être un peu plus holistique dans quels sont les impacts biodiversité, le choix du déroulé des chantiers en termes de calendrier, la conception d'aménagements favorables à la biodiversité pour laisser quand même par exemple des continuités dans les centrales photovoltaïques pour qu'il puisse y avoir du passage. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites. CVE qui va témoigner dans quelques instants pourra aussi revenir sur ce qu'ils font eux plus spécifiquement en termes de démarches et d'aménagements qui sont propices à la biodiversité. Et enfin, vraiment, quand il n'y a pas le choix et qu'on est amené à détruire des espaces naturels ou à affecter de façon significative les espaces naturels, il y a quand même la question de la compensation écologique qui se pose, sur laquelle on pourra aussi revenir. Sur tout le volet amont, là encore assez rapidement, mais il y a quand même la dimension de comprendre d'où viennent les matériaux quand on s'approvisionne, quels sont justement les modes de production et dans quelle mesure on peut favoriser au maximum l'éco-conception et la recyclabilité des différents matériaux qu'on utilise
parce que c'est un petit peu, on va dire, euh, c'est assez simple, on va dire les meilleurs matériaux, c'est ceux qui ne sont pas extraits. Et donc, si c'est possible de réutiliser les matériaux déjà existants, c'est évidemment infiniment plus vertueux en termes d'impact sur le vivant. Très rapidement, là encore, sur les différents autres modes de production, enfin, technologies de production d'énergie. L'hydraulique, c'est assez simple, c'est vraiment le gros des impacts sont associés à l'infrastructure en tant que telle, on va vraiment détruire des milieux pour créer un barrage notamment. On va inonder totalement des milieux en cas de barrage à réservoir et on va vraiment euh, empêcher les continuités dans les milieux aquatiques, puisqu'on va vraiment empêcher les espèces de passer. Donc encore, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, on pourra le développer dans les questions. La question du nucléaire, c'est une technologie qui est assez vertueuse, par exemple, en termes de gaz à effet de serre et même de changement d'usage du sol, puisque ça n'a pas une énorme emprise au sol, puisque souvent il y a des énormes zones de mise en défense qui sont laissées naturelles. Donc vraiment, la partie artificialisée, elle est quand même assez faible. Pour autant, il y a des impacts qui sont notamment liés à tout ce qui va être approvisionnement en uranium, puisqu'il va y avoir des sites d'extraction, il va y avoir des pollutions, etc. Et évidemment, la question des pollutions qui sont en lien avec la gestion des déchets radioactifs et puis des risques aussi de pollution majeure en cas d'accident nucléaire. Et enfin, la question des biocombustibles. Les biocombustibles, là encore, c'est très intéressant puisque les impacts sont extrêmement variables en fonction des pratiques de production. Pour la faire assez simple, si vous avez par exemple des cultures qui sont dédiées à la production de combustible, par exemple des cultures intensives de bois ou des coupes rases, ça évidemment, c'est un impact qui est majeur sur la biodiversité et qui est délétère sur la biodiversité. Par contre, si c'est par exemple les coproduits d'industrie du bois d'œuvre ou si c'est des déchets organiques, donc pas des cultures qui sont dédiées, là on a un impact qui est très faible sur la biodiversité. Donc, c'est vraiment le biocombustible. Il y a vraiment la question de d'où viennent les combustibles qui servent à produire de l'énergie. Sur le biogaz, là encore, c'est très, très dépendant des combustibles utilisés, puisque si c'est des cultures dédiées versus des déchets organiques ou des coproduits, on a un impact qui va vraiment varier, on va dire, du simple au double sur le vivant. Et il y a aussi un risque avec le biogaz que ça freine la transition de la filière vers la sortie des fossiles, puisque dans le biogaz, il y a quand même du gaz naturel. Et donc, ça pose quand même la question ce combustible fossile qui a un impact qui est délétère sur la biodiversité. Et enfin, le biofuel. Donc, le biofuel, c'est du fuel domestique avec de l'émail de colza. Donc là, clairement, via le fuel domestique, il y a des impacts directement liés à la production d'énergie fossile sur lesquels je suis déjà revenue. Combiné aussi aux enjeux associés aux cultures énergétiques dédiées de colza. Donc souvent, le biofuel, c'est issu de cultures de colza dédiées. Donc a priori, pour le coup, en termes d'impact sur la biodiversité, le biofuel, c'est pas une très bonne solution, voire un impact assez fort. Et enfin, pour finir, je voulais revenir sur quand même, c'est un ensemble de leviers transversaux. Donc là, on s'est attaché à différents types de production d'énergie. De façon générale, la question, c'est comment est-ce qu'on fait converger la transition énergétique et la protection du vivant. Donc, de façon globale, dans quelle mesure on peut intégrer des objectifs de protection de la biodiversité ou des garde-fous pour éviter les fausses bonnes idées climat dans les feuilles de route de transition énergétique des entreprises. Comment est-ce qu'on peut former l'ensemble des métiers clés qui travaillent au développement, par exemple, des infrastructures d'énergie renouvelable, mais aussi les acteurs territoriaux. En tant qu'acteurs énergétiques, il y a aussi des rôles justement pour sensibiliser les acteurs territoriaux au niveau des échanges commerciaux, au niveau aussi de la conception, du développement des projets. La question de l'éco-conception des infrastructures énergétiques, ça on y est revenu déjà, et l'engagement des fournisseurs sur la conception de filières durables. Et enfin, au niveau de la filière de façon plus large, comment est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez aussi soutenir les politiques, les réglementations, qu'elles soient locales ou globales, qui favorisent justement la convergence des enjeux climat et biodiversité? Il y a un ensemble d'acteurs aussi des ENR pour lesquels, dans la mesure où ils participent à la transition climatique, parfois peuvent se sentir exempts de travailler sur les questions de biodiversité. C'est une approche globale qu'il faut avoir. Il y a aussi beaucoup d'acteurs des ENR qui ont cette approche intégrée. Et donc, il s'agit vraiment de soutenir l'ensemble des réglementations qui vont dans ce sens. Dans la stratégie nationale biodiversité au niveau étatique, il y a justement pas mal de... Il y a un axe dédié vraiment sur comment est-ce qu'on renforce euh, on diminue l'impact des environnementaux sur la biodiversité des énergies renouvelables. Donc, c'est aussi une priorité de l'État de travailler sur ces questions. Et enfin, comment est-ce que de façon générale, on contribue à la protection de la biodiversité sur les territoires d'implantation et d'approvisionnement? Ce qui veut dire que quand vraiment on n'a pas le choix d'avoir un impact sur notre territoire, comment est-ce qu'on s'assure que
on va c'est pas, contribuer ou s'assurer de la préservation des mêmes écosystèmes sur le même territoire pour s'assurer que justement, en fait, ces écosystèmes-là, quand même, puissent perdurer. De façon très rapide, c'était peut-être ce que je pouvais vous dire sur les impacts de la filière énergie sur la biodiversité. Est-ce que vous avez peut-être des questions, des points particuliers sur lesquels vous voulez que je revienne, puisque je suis effectivement passée de façon assez synthétique sur l'ensemble de ces dimensions. Allô, allô, je sais pas si on m'entend très bien. Oui, Oui, pardon. Déjà, bonjour à tous. Je suis désolée, j'ai eu un peu de retard. La logistique sur Aix, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Du coup, j'ai loupé un tout petit peu le début finalement de votre présentation. Euh, Est-ce que très rapidement, pour résumer, on peut identifier des sources d'énergie qui ont le moins d'impact, sans transfert d'impact sur la biodiversité? Qu'est-ce qui serait, est-ce qu'il y en a qui sont à favoriser par rapport à d'autres, de ouais. façon très claire? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment à exclure de façon très, très évidente? Et puis d'autres pour lesquels ben, il y a plusieurs critères à prendre en compte pour dire que une source d'énergie sera meilleure que l'autre. Merci beaucoup. Je vous propose de aussi, enfin, je prends directement la question de Laurine et Catherine, et puis après, je vous réponds, Léa, parce qu'effectivement, la réponse est oui, il y a clairement des sources d'énergie à éviter. Mais peut-être en premier élément de réponse, il n'y a pas de source d'énergie parfaite, enfin, de technologie de production d'énergie qui est parfaite et qui n'a pas d'impact sur la biodiversité. Par contre, il y en a qui sont particulièrement mauvaises. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être Laurine et Catherine, et puis je reviens sur ce point-là. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Moi, j'ai entendu que dans le biogaz, il y avait du gaz naturel. Euh, alors, ça m'a surpris, donc je voulais bien plus de précision là-dessus, ou si j'avais simplement mal compris la phrase. Et J'avais la peut-être, même question. Ouais. est-ce que Mylène, vous voulez partager votre Oui, question avant que je réponde à l'ensemble de ces questions? moi j'étais sur la même question que Léa, en fait, avoir c'est un espèce de classement, quoi, en se disant du pire au mieux, quelque chose d'assez synthétique, voilà. Bon, alors, je sais bien qu'on peut pas les classer, mais voilà, avoir eu une idée de vers là où c'est le mieux d'aller, parce qu'effectivement, des fois, il y a des fausses bonnes idées. Donc, Mm. voilà. Oui, alors tout à fait. Donc peut-être enfin, je vais pas pouvoir répondre en fait à cette question du classement déjà pour décevoir les attentes. Parce que donc la biodiversité, enfin, quand on regarde là-bas sur la biodiversité d'une source d'énergie ou d'une technologie de production d'énergie, on regarde différentes dimensions. Il y a la question de la consommation d'eau, il y a la question du changement d'usage des sols et de la destruction des habitats, il y a la question des pollutions, il y a la question des émissions de gaz à effet de serre. Et donc sur les différentes dimensions, chaque technologie a sa propre contribution. Et donc, on ne peut pas faire une moyenne, entre guillemets, de ces différentes Oui. dimensions pour avoir une forme de note biodiversité finale qui nous donnerait un impact final. Je double cette remarque du fait qu'il y a aussi encore pas mal de débats. Parfois, c'est assez difficile de bien classer, on va dire, de bien avoir un consensus scientifique, par exemple, sur les impacts biodiversité, sur l'usage du sol, du solaire. Il y a différentes études, il y a même des technologies qui sont relativement récentes sur, par exemple, le solaire, enfin, par exemple, l'éolien offshore, etc. Il y a quand même aussi parfois relativement peu de recul critique sur ces dimensions. Par contre, ce qui est sûr, c'est vraiment que la question des énergies fossiles, c'est de loin la technologie de production d'énergie qui est la plus impactante pour la biodiversité, notamment par rapport aux des gaz à effet de serre, mais pas seulement. Et donc celle-ci, on va dire, c'est la pire. Ce qui rejoint, on va dire, les objectifs climatiques. Par contre, sur les autres, il n'y a pas vraiment de classement. C'est aussi très dépendant par exemple des questions enfin, de dimensions territoriales, de savoir enfin, quelles sont les infrastructures existantes. Par exemple, l'hydraulique, ça a un énorme impact euh, sur les, sur les écosystèmes en phase d'installation d'infrastructures, une fois qu'elle est là.
pour le coup, autant l'utiliser. Parce qu'en phase de fonctionnement individuel, elle est quand même plutôt bien visante. Donc, le seul, on va dire, les premières conclusions que je voulais poser, c'était donc, il faut vraiment sortir des combustibles fossiles parce que pour le coup, il y a une convergence sur ces questions de climat et de biodiversité. Et sur les autres, il y a vraiment la question de comment est-ce qu'on met des garde-fous entre les différentes dimensions. Et donc, par exemple, là encore, on va y revenir, sur les ENR, sur tout ce qui va être solaire et éolien, ça va plutôt, euh, ça va plutôt être penser aux emprises, pas s'installer sur des espaces naturels. Et donc, il y a quand même beaucoup d'énergie, on va dire, du futur, où ça peut être des biocombustibles avec des coproduits ou des cultures qui ne sont pas liées, donc ça c'est top. Du solaire ou de l'éolien qui sont installés sur des zones qui ne sont pas naturelles, ben, pareil, ça c'est super. Donc il y a pas mal de bonnes énergies, mais il n'y en a pas une, par exemple, c'est pas les biocombustibles à tout craint, parce que ça va vraiment dépendre de comment est-ce qu'ils sont produits. Euh, et l'autre question, oui, pardon, donc le biogaz, c'est plus que le biogaz, donc, du coup, c'est un gaz renouvelable qui est produit en fait par la décomposition dans l'ensemble des matières organiques. Donc effectivement, il n'y a pas nécessairement de gaz naturel dedans. Par contre, ça pose juste la question de d'où viennent justement ces matières organiques. Et si c'est justement des matières organiques qui sont issues de cultures dédiées, c'est pas, c'est pas une bonne solution pour la biodiversité. Ok. Parce que ce qu'on a cru lire et entendre, c'est qu'il y avait écrit que le biogaz ne permettait pas de sortir du fossile parce qu'il y avait du gaz naturel dans le biogaz. Donc on ne comprend pas trop Alors, la non, teneur pardon, de oui, ça. je pense que je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'était que nous, on a eu lors des entretiens pas mal d'acteurs qui ont aussi partagé leurs craintes que le biogaz, ça constitue un frein vers la transition de la filière vers une sortie des fossiles, notamment en pérennisant les infrastructures gazières. Et donc, le fait et que du coup, ça pouvait potentiellement avoir une capacité toujours de pérenniser cette infrastructure et donc de pérenniser, on va dire, la filière au-delà du biogaz. Ok. Merci beaucoup à Merci. tous pour cette partie questions-réponses. Je vous propose qu'on avance et qu'on passe à la partie témoignage, puisqu'on reçoit aujourd'hui Axel, hein, donc de la société CVE. Et donc, Axel, je te laisse la parole pour faire Oui, merci beaucoup. un Bonjour à témoignage de tous. 20 minutes au total. Merci. Alors, je vous propose pour un petit peu animer ce témoignage de partager une petite image euh, qui sera support de la présentation. Hop, hop, voilà. Voilà. Donc, je me présente, donc Axel Rodriguez-Lebel. Moi, je suis responsable de la partie environnement et biodiversité chez CVE. Donc, c'est une entreprise de production et de développement d'énergie renouvelable indépendant, donc qui est basée à Marseille, mais qui rayonne sur toute la France et dans certaines succursales à l'étranger. Donc, on est principalement tourné autour de la production solaire, donc les panneaux photovoltaïques, le biogaz et l'énergie hydrogène, qui n'a pas été mentionnée, mais qui fait partie aussi des énergies renouvelables. Donc peut-être avant de rentrer dans la stratégie environnement et un petit peu vous décliner les principales actions qui sont mises en place pour la biodiversité, quelques chiffres pour présenter l'entreprise. Donc CE, ça représente 890 mégawatts de production électrique dans les parcs en exploitation. Donc, ça représente à peu près 1,6 TWh d'énergie renouvelable produite, soit à peu près la consommation de 740 000 habitants, avec une économie de 122 000 tonnes de CO2 équivalent en émissions de gaz à effet de serre évitées, par rapport un petit peu le débat sur l'impact environnemental et notamment sur les émissions de gaz polluants et de gaz à effet de serre. Donc, pour un petit peu organiser ce témoignage et cette présentation, l'idée c'est de répondre un petit peu à ces trois questions. Donc, comment l'entreprise CVE a-t-elle été amenée au sujet de la biodiversité? Comment travailler à faire de ce sujet une thématique centrale dans l'entreprise? Et quelles sont les principales actions qu'elle a mises en place pour la biodiversité? Donc, déjà dans la définition un petit peu de la biodiversité et un petit peu la conception qu'on a de la biodiversité, ça passe notamment par l'atteinte au niveau des habitats.
On parle bien d'écologie, hein, d'écosystème, hein, c'est bien la science des habitats et l'impact principal qu'il y a sur la biodiversité passe par la destruction des habitats, en fait. C'est vraiment ça la question au cœur de notre considération, notamment sur notre impact environnemental, au-delà des produits polluants ou des éventuelles émissions de gaz à effet de serre lors du déroulé du processus. Nous, principalement, c'est vraiment cette thématique qui nous intéresse. Donc, comment l'entreprise a-t-elle été amenée au sujet de la biodiversité? Donc déjà, il y a une obligation légale qui est juridictionnelle. C'est-à-dire que, étant donné que dans le cadre d'énergie renouvelable, on est consommateur de terrain, d'espace naturel, notamment sur ce qu'on va appeler le PV grand sol. Donc PV, c'est photovoltaïque. Grand sol, c'est-à-dire qu'on implante des panneaux directement sur des terrains naturels. Ça s'oppose à les ombrières, ce qu'on va appeler les ombrières, c'est-à-dire tout ce qui est panneaux solaires sur les garages, sur les maisons, où là, pour le coup, on n'est pas consommateur de terrain naturel, mais c'est une juridiction qui est complètement différente. Donc, il y a vraiment une obligation légale par rapport aux typologies d'implantation qu'on a. C'est-à-dire que on a notamment par rapport au Code de l'environnement, la loi sur l'eau, la séquence ERC, la loi DADU de 2023 qui réintègre en fait le Code de l'environnement et notamment les dérogations espèces protégées et les impacts sur les espèces protégées, une obligation légale. Donc cette obligation légale se traduit par une obligation de ne pas s'implanter sur des zones avec des fortes sensibilités écologiques. Donc tout ce qui concerne les zones protégées, les zones classées, les zones humides également, et de réduire au maximum nos impacts résiduels. Donc la notion d'impact résiduel, elle est vraiment importante parce que c'est ce qui détermine l'impact final lié notamment à la construction et à l'exploitation d'une centrale photovoltaïque ou biogaz sur la biodiversité. Et l'idée, à travers le processus de développement et de conception et de dépôt de permis de construire, c'est vraiment anticiper et avoir un regard plutôt holistique sur nos impacts résiduels et réduire au maximum nos impacts résiduels. Donc, ça passe concrètement par la mise en place de la séquence ERC, donc éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire vraiment s'inscrire dans cette optique-là. Ce qu'on peut éviter, on l'évite au maximum. Si on ne peut pas éviter, on réduit. Et tout ce qu'on ne peut pas réduire, on le compense. À travers notamment de la mesure compensatoire et de la recherche de gains écologiques et d'équivalence écologique par rapport à ce qui est impacté en termes de biodiversité, donc en termes d'habitat. Voilà. Au-delà de ça, on participe activement aux séminaires et on a différents contacts avec les services détachés de l'État, notamment l'ADREAL, service biodiversité, et la DDT, service forêt, qui sont les principaux acteurs au niveau juridictionnel sur les instructions de PC et d'arrêtés environnementaux. Donc on a quand même un contact assez privilégié avec eux et des participations à des séminaires et des questionnements qui nous permettent aussi d'avoir un regard le plus frais possible par rapport aux différentes demandes. Voilà. Donc comment travailler à faire de ce sujet une thématique centrale dans l'entreprise? Donc là, c'est plutôt une question qui est prise en compte à travers l'organisation de l'entreprise. Donc au sein de CVE, on a un pôle enviro qui est structuré, qui est représenté en CODIR pour les décisions stratégiques. Donc c'est-à-dire qu'on participe à travers l'avis sur les enjeux enviro et sur les impacts potentiels des projets aux décisions stratégiques. On est également dans une politique de recrutement au sein du pôle enviro de corps de métier d'experts, hein, c'est-à-dire qu'on recrute des écologues, des ingénieurs en environnement, donc des gens qui sont experts, qui ont un regard technique, avec une expertise technique, notamment sur le développement des projets et la construction des projets. Donc il y a vraiment un souci de l'expertise et une volonté d'ancrer cette expertise au sein de l'entreprise. Et au-delà de ça, le pôle enviro est également présent à toutes les étapes des projets.
C'est ce qui fait également une force dans la prise en compte des enjeux de biodiversité. C'est-à-dire qu'on va s'inscrire dans le processus de développement, c'est-à-dire de la phase de prospection, on va repérer un terrain, donc il va y avoir une première phase d'étude, de pré-diagnostic, qui va nous permettre de dire en interne, oui, il y a peu d'enjeux enviro, on s'implante, non, il y a trop d'enjeux enviro, on ne s'implante pas ici. Dans un second temps, on va aussi participer donc, à la phase de construction, où là, on va travailler avec des écologues qui vont réaliser une maîtrise d'œuvre environnementale, c'est-à-dire qui vont suivre le déroulé des travaux et limiter l'impact, notamment en phase de construction. Donc ça va passer par la prise en compte des périodes de sensibilité, suivant les différents taxons qui sont présents sur site. Donc, pour vous donner un cas concret, on va éviter sur des projets où il va y avoir de fortes pluies, il va y avoir création de mares, on va éviter par exemple de passer avec les engins dans les mares par rapport au développement des amphibiens. On va mettre en place des passages de petite faune au niveau des exploitations pour limiter les dérangements sur les passages par exemple d'amphibiens ou l'herpétofaune. On est souvent soumis à ce type de demandes et ce type de contraintes sur les projets en construction. Donc on a un regard quand même assez cohérent par rapport aux enjeux enviraux qui sont déterminés en phase de développement par étude d'impact, et la stratégie est déclinée notamment en phase de construction. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a également une prise en compte de l'impact sur la phase d'exploitation. C'est-à-dire qu'on va avoir sur les espèces impactées, on va avoir un suivi écologique. C'est-à-dire qu'on va mandater un bureau d'études d'écologues pour faire un suivi par rapport à l'impact sur les espèces considérées lors de la phase d'exploitation. Donc nous, ça nous permet aussi d'avoir des données, d'avoir des comptes rendus qui nous permettent d'abonder ensuite les retours d'expérience en phase de développement et d'anticiper un petit peu les conséquences que ça peut avoir. Et ça peut aussi également amorcer le débat avec les services de l'État. Voilà. Donc ça nous mène à la dernière question. Quelles sont les principales actions que l'entreprise a mises en place pour la biodiversité? Donc au-delà de l'organisation du pôle enviro et de la structuration de l'entreprise, on a également mis en place des protocoles de suivi sur les centrales, c'est ce que je citais à l'instant, qui sont validés par un conseil indépendant de scientifiques. Donc on travaille en partenariat notamment avec les universitaires et les bureaux d'écologues. Donc ça nous permet d'avoir un regard assez indépendant sur nos protocoles de suivi, notamment sur les différents enjeux de biodiversité, tout simplement. On collabore également avec des bureaux d'écologues pour améliorer et avoir un regard critique sur la séquence ERC. C'est-à-dire qu'on va être en mesure de remettre en cause les différentes décisions qui sont prises pour la mesure compensatoire, du discuter des gains écologiques, parce que bien évidemment, sur les parties de mesures compensatoires, on a également un suivi d'écologues qui viennent justifier du gain écologique par rapport à ce qui est impacté lors de la phase de travaux. Donc on va avoir un regard critique sur notre séquence ERC, sur la réduction des impacts résiduels, et notamment notre façon de développer les projets et d'impacter, de maîtriser nos impacts résiduels. Et en dernier lieu, on a des partenariats avec le CEN, donc le Conservatoire d'espaces naturels, notamment pour les maîtrises d'œuvres environnementales et le suivi de la biodiversité sur les centrales. Donc on va avoir un dialogue assez fort avec ces acteurs du territoire qui sont indépendants, donc on n'a pas de conflit d'intérêt là-dessus. C'est quand même des entités qui sont autonomes, qui ont un regard sur nos impacts résiduels, et le dialogue et les partenariats avec notamment le CEN nous permettent d'avoir également un regard critique sur la maîtrise d'œuvre environnementale et de permettre de faire améliorer les pratiques, les bonnes pratiques environnementales. Donc ça passe très concrètement par exemple par l'élaboration d'une charte de bonnes pratiques pour les prestataires de services qu'on prend pour la construction. Donc ça va nous permettre de faire respecter encore plus les préconisations environnementales et d'avoir un engagement de la part de l'entreprise sur la préservation de la biodiversité. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne ces trois questions principales. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques ou des éléments que vous voulez éclaircir.
n'hésitez pas. Merci. Mylène, je vous en prie. Moi, j'avais une question un peu plus précise par rapport à l'hydrogène. Donc là, si je comprends bien, votre entreprise est en capacité de produire de l'hydrogène à base d'énergie, parce que j'étais allée sur le site vite fait là, Oui, d'énergie solaire et un apport d'eau via de l'électrolyse, et après ça peut être réinjecté dans le réseau du bâtiment. oui, voilà, exactement, oui. Alors pour rien vous cacher, moi je suis pas expert hydrogène, donc mon domaine d'expertise se limite un peu, mais oui, le processus, c'est celui-ci, oui. Parce que du coup, bon, le solaire, ça alimente à peu près 20% du bâtiment. Là, l'hydrogène, quand vous faites des modèles comme ça, vous savez si ça arrive à alimenter le bâtiment dans sa totalité, en partiel, vous avez une idée Alors, ce que vous appelez le bâtiment, parce que pour le solaire, il y a deux éléments. On est soit sur ce qu'on va appeler des panneaux photovoltaïques grand sol, donc là, on alimente plus qu'un bâtiment. Non, là, moi, je suis Euh, sur un bâtiment. Si je voulais un bâtiment en autoconsommation, par exemple, euh, d'accord. le solaire du bâtiment va m'alimenter à peu près 20% du bâtiment, plus ou moins, quoi. Voilà, pas plus. Est-ce que l'hydrogène pourrait rendre le bâtiment totalement indépendant du réseau électrique, ou ça c'est une petite partie comme le solaire? Est-ce que vous savez un petit peu? Alors en fait, c'est toujours la même chose, ça dépend de quelle est la capacité de la centrale. Sur le solaire, si vous prenez la moitié de la France et vous mettez des panneaux sur toute la France, vous allez dépasser la capacité. En fait, c'est une question de taille surtout. Nous, par rapport à notre production d'hydrogène, on est autour des 60 mégawatts, euh, ce qui représente quand même une puissance non négligeable. Après, c'est vraiment du cas par cas, mais dans l'absolu, oui, il y a la possibilité de, suivant la taille de la centrale et en fait la quantité produite, il y a totalement, en termes d'ingénierie, en termes de technologie, on est en mesure, oui, d'alimenter un bâtiment, oui. Ok. Parce que tout à l'heure, on n'en a pas parlé par rapport justement à l'hydrogène. L'impact sur la biodiversité est du coup faible. La seule nécessité, c'est une énergie, on va dire, de base et de l'eau. Et du coup, il y a l'impact en eau est important ou... Alors, la consommation d'eau, oui, alors c'est une industrie qui consomme un peu d'eau. Après, j'ai pas les chiffres en Ok, tête de manière exacte, mais par rapport à certaines industries qui sont, par exemple, j'ai en tête la production de ciment, qui est quand même une industrie qui consomme énormément d'eau. On n'est pas dans les mêmes chiffres, non. ok. Peut-être. Je veux bien les coordonnées, moi, pour avoir une présentation plus détaillée de votre centrale. Oui, bah, je peux vous donner les contacts des ingénieurs qui travaillent sur cette thématique-là, oui. Super, merci. Une toute petite incise sur l'hydrogène, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas détaillé. Il y a d'autres postes aussi, par exemple, la distribution d'électricité que je n'ai pas détaillé, faute aussi de temps. Peut-être très rapidement, en fait, l'hydrogène, il y a plusieurs types d'hydrogène. Il y a l'hydrogène dont vient de parler Axel, qui s'appelle l'hydrogène vert, qui est produit du coup à partir de sources renouvelables et qui, du coup, de fait, a un impact sur la biodiversité qui est moindre, mais qui est associé, en fait, qui est associé aux impacts sur la biodiversité que je pensais tout à l'heure, sur lequel Axel est revenu, à savoir que les emprises, etc. Et après, il y a une autre hydrogène, enfin, il y a deux autres hydrogènes qui s'appellent bleu ou gris, qui sont en fait produits à partir notamment de gaz naturel et d'énergie fossile. Donc, il faut faire attention quand on parle d'hydrogène. En l'occurrence, là, c'est C'est hydrogène vert, oui. totalement, mais de façon générale, quand vous voyez hydrogène dans des documents, sachez quand même que, en tout cas en 2023, 95% de l'hydrogène qui était produit en France l'était à partir d'énergie fossile. Donc, les acteurs type CVE, qui sont très bien disants et on va dire, vers lequel il faut pousser peut-être la production d'hydrogène, c'est des acteurs qui restent encore assez minoritaires. Et donc, l'hydrogène reste pour l'instant encore une énergie qui n'est pas totalement, enfin, qui n'est pas du tout exempte d'impact sur la biodiversité. En tout cas, quand c'est de l'hydrogène bleu ou gris,
versus l'hydrogène vert ou jaune à partir de nucléaire qui a été discuté par Axel. Donc, peut-être un petit complément, si vous voulez vous sourcer en hydrogène, allez plutôt voir du côté de CVE, mais tout l'hydrogène n'est pas bon en termes d'impact. Merci en tout cas, Axel, pour. Oui, oui, c'est Catherine, bonjour. J'aurais voulu juste partager l'expérience donc de Horizon Resort, 10 000 mètres carrés de bâtiments. Et nous avons donc 70%, Mylène, de notre énergie grâce à la géothermie. Donc, un gros bâtiment avec 88 chambres, tous les espaces de séminaire et donc notre chauffage et notre air qui rafraîchit le bâtiment provient à 70% de géothermie. Et c'est de la géothermie verticale, ce qui veut dire que tu ne prends pas beaucoup d'espace sur le terrain. Ce ne sont pas des tuyaux qui partent loin, c'est des tuyaux qui s'enfoncent et donc qui ne nécessitent pas grand-chose en espace. Et le complément, c'est des panneaux solaires sur la toiture et des ombrières. Parfait. On peut prendre encore une question si on a une qui arrive avant de passer à un temps d'appropriation. Et effectivement, du coup, n'hésitez pas à contacter Laurine et Catherine hein, si vous êtes intéressés par la géothermie ou effectivement Axel sur les volets hydrogène ou énergie renouvelable de façon plus large. Peut-être de dernière question? Non, pas Pour interrogation, partage en groupe aussi. Ouais, Axel. Donc, qui sont encore là avec nous pour quelques minutes. Axel, du coup, on peut transmettre ton contact au groupe? Oui, oui, bien sûr. N'hésitez pas, oui. Oui. Super. Très bien. Je vous remercie. Merci. Est-ce que tu peux rester peut-être avec nous derrière Axel dans Oui. les groupes? Ok, très bien. Ce qu'on nous propose maintenant, c'est un temps d'appropriation, en fait, par rapport à ce que vous avez vu à la fois de la présentation des labels et aussi du partage d'Axel. Donc, en fait, on vous avait envoyé, Mélanie, par mail, cette grille qui était donc une première grille de travail, de plan d'action qu'on pourra approfondir la semaine prochaine. Et l'idée, c'est que là, dans des groupes, on vous a réparti dans des groupes, vous puissiez effectivement réfléchir sur vos impacts. Donc, la partie impact, donc, je vous ai partagé en fait dans le chat le lien vers ce template. Et c'est de dire finalement quels sont vos principaux impacts dans votre activité, les impacts sur la biodiversité, et puis les actions que vous avez déjà mises en œuvre pour les réduire, et puis des nouvelles actions qui pourraient venir suite justement à ce qui vous a été présenté et à de nouvelles idées que vous pourriez avoir. Donc ce temps individuel pendant 10 minutes, et puis ensuite pendant 15 minutes, l'idée c'est d'échanger au sein du groupe pour voir un peu quelles sont les différentes actions que vous avez et pouvoir donc s'inspirer les uns les autres. Donc, vous avez dans le chat la possibilité d'aller télécharger cette grille. Vous avez été envoyée en amont. Et là, donc, ce que l'on vous propose, c'est de rejoindre les salles. À tout de suite. Peut-être juste, est-ce qu'il y a des questions sur les salles? Est-ce qu'il y a des questions sur la grille? Peut-être pour être sûr que tout le monde a bien compris ta présentation et voir si peut-être Isabelle peut partager avec nous. Oui, tout à fait. Là, il y avait une petite slide dédiée. Je pense qu'effectivement, je vais même juste présenter celle-ci simplement. Effectivement, ce que disait Marianne, l'idée, c'est de faire atterrir tout ce qu'on vient de dire dans la réalité, vous, de vos activités. On sait qu'il n'y a pas que des acteurs qui sont producteurs d'énergie, loin s'en faut. Donc, concrètement, pour vous, comment ça se concrétise par rapport à vos infrastructures de production, par rapport à vos bureaux, par rapport à vos sources d'approvisionnement et quels impacts vous pouvez avoir. Donc, le volet de gauche, qui sont vraiment les principaux impacts. Donc, est-ce que vous connaissez vos impacts en lien avec cette question de la filière énergie? Où est-ce que ça se situe? Est-ce que c'est en amont? Est-ce que c'est sur justement un site de production que vous avez même en propre, comme par exemple pour la géothermie sur une usine ou sur du solaire, ce que je viens de vous partager justement dans les questions? Quel type d'impact? Donc ça, c'est vraiment le volet 1, la partie de gauche. Et la partie de droite, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait pour diminuer ces impacts. Donc, quelles sont, ce que disait là encore Marianne, les actions existantes d'abord, et de voir en fait s'il y a des actions additionnelles qui pourraient être mises en œuvre.
Et donc d'avoir une petite réflexion critique sur est-ce que en fait, les actions existantes qu'on a par rapport à nos différents impacts, elles suffisent? Est-ce qu'elles adressent vraiment le cœur des enjeux ou pas? Et donc, c'est assez simple et ça va nous permettre notamment en fait d'initier une réflexion qui sera importante pour la journée plus plan d'action du 3 octobre et de commencer à poser un petit peu ces premières bases de réflexion. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des choses qui... Eh ben, c'est Donc, on va en parti. sous-salle là tout de suite. À tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend? Alix? Des choses qui se mettent en place. Virginie, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Merci, c'est clair. On est très très bien. C'est toujours un peu un truc d'être à plusieurs animés dans une même salle, en disant, voilà, pas plus intelligent. Virginie, t'es là? Ça va, votre fils? Et moi, t'as vu votre fils?
Non, du coup, j'ai pas eu le temps de terminer, c'est pas grave. Alors, peut-être pour vous permettre de retourner, d'aller vous sustenter en temps voulu et de finir donc, du coup dans les temps. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Alors, parfait, ne bougez pas, je vous repartage. Et donc, en conclusion, peut-être, l'idée, c'est que là, quand même, on a préfiguré, on va dire, dans un petit tour de piste en sous-groupe, des premières réflexions qui ont pour objectif d'être vraiment détaillées de façon un peu plus détaillée et développée dans la journée du 3 octobre avec vous en présentiel. Mais du coup, c'est vraiment un exercice pour vous faire réfléchir à qu'est-ce que vous faites déjà sur ces sujets. Donc là, c'est plutôt à travers le prisme de l'énergie, et parfois on a énergie un petit peu. Qu'est-ce que vous faites déjà et qu'est-ce qui peut être fait pour aller plus loin? Et donc peut-être si vous voulez mettre de côté aussi donc dans ce document ou dans une note, quelles sont un petit peu les principales actions ou les sujets que vous avez soulevés et sur lesquels vous pourriez souhaiter creuser dans la journée du 3. N'hésitez pas à les noter puisque ça c'est assez précieux en tout pour justement repartir de là où on s'est arrêté. On va avoir à peu près des échanges un petit peu similaires mais à l'aune d'autres filières dans les jours qui viennent et qui pourront du coup nourrir cette base un petit peu des feuilles de route complémentaires à ce que vous avez déjà. En conclusion, du coup, donc vous l'aurez noté et puis Léa et Emilienne ont posé la question et donc j'ai déjà répondu en fait. Les impacts de la filière énergie sur la biodiversité, ils sont extrêmement variables en fonction des technologies de production. Il n'y a pas de technologie idéale en termes d'impact biodiversité. Par contre, on sait que tout ce qui va être énergie fossile, c'est de loin l'énergie, on dirait la technologie de production la plus délétère sur la biodiversité. Et que même si on choisit une source de production d'énergie qui est bien disante sur le volet climatique, entre guillemets, ça suffit pas puisque ces énergies ont aussi des impacts sur la biodiversité. Et il ne s'agit pas du coup de ne pas les utiliser, mais à l'inverse, vraiment de se poser des objectifs assez clairs en lien avec les technologies de production desquelles on dépend. Et donc, pour vraiment ceux qui sont du côté des productions d'électricité, ça implique de se poser des objectifs biodiversité en lien avec aussi le développement des ENR, c'est ce que présentait Axel de CVE tout à l'heure. Et pour aussi les entreprises qui, elles, ne sont pas productrices d'électricité, on en a aussi beaucoup autour de la table. L'idée, c'est de se dire qu'en France, en fait, toute l'électricité elle est injectée dans le même réseau. Donc, quand on travaille, quand on allume une lampe, on ne choisit pas physiquement si c'est du nucléaire, de l'éolien ou du gaz qui alimente notre lampe. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est plutôt financer la production d'électricité verte en choisissant donc des fournisseurs qui sont engagés, ce qui va permettre de changer le mix global du réseau. Donc, soit vous pouvez choisir, par exemple, un fournisseur d'électricité qui est donc renouvelable. Donc, il y a des fournisseurs qui s'engagent vraiment par exemple, l'Enercop, mais il y a pas mal d'autres aussi, qui s'engagent à acheter ou à produire de l'énergie 100% renouvelable ou à fournir à chaque client ce qu'on appelle des garanties d'origine. C'est un mécanisme européen qui permet de prouver que chaque kilowattheure consommé, il a été produit associé à des sources renouvelables. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez penser si vous êtes consommateur d'électricité mais pas producteur. Et après, vous pouvez aussi essayer de produire en propre sur vos bâtiments avec du photovoltaïque, avec de la géothermie. On a des bons exemples de l'Oden ou de Célève. Mais il y a aussi effectivement la question de à qui on achète l'électricité et selon quel type de contrat, c'est une question qui est quand même assez centrale. Et sur le volet vraiment renouvelable, la question c'est comment est-ce que, notamment, on s'assure d'identifier des zones qui sont écologiquement sensibles et de ne pas y construire des infrastructures énergétiques, quel que soit en fait le type d'infrastructure énergétique qu'on doit construire. Avant de prendre la question de Mylène, je vais juste vous donner quelques ressources utiles sur ces questions-là si vous voulez creuser ces dimensions. On vous transmettra la présentation, donc les liens sont cliquables, mais il y a eu tout un travail de l'OSD pour une prise en compte de la biodiversité dans le développement des énergies renouvelables avec vraiment des petits cahiers dédiés par type d'énergie. Il y a un guide de l'arbre qui trace les zones sensibles de biodiversité et comment les appréhender, notamment en région sud. Donc là encore, pour un peu mieux s'orienter sur le territoire sur ces thématiques-là. Des ressources thématiques aussi sur la question des matériaux
nécessaires à la transition énergétique. Il y a un très beau travail de l'ADEME. Et puis aussi pas mal de programmes de recherche-action qui sont menés par différents acteurs du secteur. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous voulez creuser ces questions-là spécifiquement côté programme de recherche-action, parce que j'ai pas pu tous vous les mettre, qui sont quand même assez spécifiques. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Et puis de façon très transsectorielle, donc il y a toujours la plateforme entreprise et biodiversité qui est animée par l'association ORE, qui rassemble un ensemble de ressources, d'outils disponibles sur entreprise et biodiversité de façon un peu plus globale, des outils de mesure d'impact, des outils de passage à l'action, qui sont pas nécessairement propres au secteur énergétique, mais avec un petit filtre énergie qui nous permet de flécher les ressources qui sont plus pertinentes pour ce secteur. Et aussi ce que fait l'ARB, ça va pour y revenir dans quelques minutes, pour accompagner les entreprises sur ces questions. Est-ce que Mylène, on a très peu de temps qui nous reste, mais est-ce que Mylène, vous voulez bien mettre vos questions dans le chat, éventuellement, pour que je puisse y répondre pendant que Mélanie présente les prochaines étapes? Oui, comme ça, on prend 1 minute sans trop déborder. Prochaines étapes. La première information que je vous ai donnée par mail, mais c'est une invitation supplémentaire au parcours. C'est la conférence qu'on fait le 1er octobre dans le cadre de la CEC embarquement, les 2 jours embarquement. On ouvre à la fin de journée, il y a une conférence sur l'hydrologie régénérative avec Samuel Bonvoisin. Donc, je vous invite, vous êtes vraiment invité, conviés. Je sais que c'est à Marseille, donc c'est peut-être pas très pratique, sachant qu'on se retrouve le 3. Mais vous avez le lien d'inscription, n'hésitez pas, ou si vous voulez envoyer quelqu'un participer aussi, ce sont les bienvenus. Il y aura 2 témoignages, les eaux de Marseille et Village Côte du Soleil dans la foulée, et un temps d'accompagnement quand ils viennent. Donc ça, c'est une invitation supplémentaire. Sinon, on se retrouve le 3 octobre, donc le vendredi. On sera chez Rougerie Tangram à Marseille. Vous avez là une photo de leur jardin. On fait une journée, je vais mettre à jour l'invitation de 10h à 16h. Comme ça, on permet à ceux qui ne sont pas tout proches de faire le trajet, on en a conscience. On aura des temps d'échange avec eux, donc à la fois avec Emmanuel Dujardin, qui est président, le directeur du lab, Olivier Boquet, Sidonie, qui s'occupe aussi du lieu. Donc comme ça, on pourra explorer plein de choses avec eux. Donc, une info pratique, c'est qu'on déjeunera sur place. On vous laissera les frais du déjeuner, mais on va essayer de faire venir une personne sur place directement pour vous fournir le repas, histoire de faire efficace et de ne pas vous perdre pendant trop longtemps. Et une info plus de contenu, on va dire, et vraiment, on vous invite à plonger dans les diagnostics, enfin ce début de diagnostic que vous allez explorer là, avec la grille, pour venir les plus préparés au sens qu'on puisse vraiment répondre à vos questions, approfondir et passer du temps de qualité et efficace ensemble le vendredi, pour que ce soit une journée avec un temps condensé. Donc ça, c'est l'info du 3 octobre. Et une dernière info. Peut-être une toute petite inscription sur ce sujet. Si vous pouvez venir avec certains membres de vos entreprises qui sont aussi intéressés par ces sujets et notamment pour être impliqués dans la mise en œuvre des fonctions. Alors, c'est assez classique, j'imagine qu'à l'association, on vous le demande souvent, mais des fonctions achats, des fonctions opérationnelles, etc. N'hésitez pas à venir, on va dire, à plusieurs, c'est tout à fait possible. Et c'est plus intéressant aussi, vu qu'on va vraiment travailler sur le plan d'action. Donc, il faut idéalement qu'il y ait les personnes en charge de leur déploiement, de son déploiement futur, qui sont autour de la table pour le concevoir avec vous. Oui, la seule chose vraiment pratique qu'on vous demande vraiment, s'il vous plaît, c'est transférer les invites si vous venez avec du monde et qu'on ait bien accepté ou refusé l'invitation pour la journée. Comme ça, on vous transmettra, on vous comptera dans les présents. Il faut qu'on ajuste aussi avec la salle, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une modalité pratique. Et enfin, dernière info, c'est pour Biomime Expo. Si jamais tu peux juste est-ce que ça a pris, merci beaucoup. Biomime Expo, donc c'est le 28 octobre, ça se précise. Il y a un programme qui est en ligne. Il y a des conférences de 9h30 à 17h et ça se terminera à 18h. Des conférences sur le biomimétisme, l'agriculture, l'océan, la biodive. Il y aura un défilé de mode bio-inspiré, une projection de films, des sujets autour de l'IA et la biodiversité, la nature actionnaire au board. Une conf de fin sur les territoires résilients. Il y a également un Biomime Expo Award qui peut concerner parmi vous, je ne sais pas si, non, peut-être ça ne vous concerne pas, mais qui peut concerner les jeunes entreprises, on passera le mot. Et donc, 2 infos particulièrement négociées à vous transmettre concernant la CEC. Vous avez tous un code promo sur la billetterie à moins 30%. Il est utilisable sans limite, donc vous pouvez le diffuser autour de vous sans aucun problème. Et on organise pour le groupe biodiversité spécifiquement une learning expédition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à 14h? Alain Renaudin, qui est l'organisateur de Biomime Expo, nous fera un tour du salon
donc du village des solutions. Et c'est en fait le gros bénéfice, c'est qu'il y a une centaine de solutions sur ce village et ça permet vraiment d'avoir un peu des teasers et de savoir ce qu'il y a et des solutions présentes. Et un accès au salon VIP, mais ça c'est pour la série sur les gâteaux. Donc comme ça, vous avez toutes les infos. Pareil, j'ai fait une invitation agenda pour la journée sur BIMEXPO. Peut-être que je la réduirai juste à la Learning Expédition pour vraiment savoir qui vient. On va être limité à 10-15 places, évidemment, c'est un petit groupe et qu'on circulera. On ne peut pas faire beaucoup plus nombreux. Donc voilà, vous avez toutes les grandes infos. On a un tout petit peu débordé, désolé pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, par mail, appelez-moi, pas de souci. Vous avez tout et je pense qu'on peut vous libérer, se dire au revoir. Si vous avez un petit mot, une petite réaction spontanée pour se dire au revoir, bon appétit, n'hésitez pas, c'est trop cool. Merci à tous. Bonne semaine. Au revoir. Bonne semaine. Merci. Peut-être à demain. Au revoir, à bientôt. À Au revoir, bonne journée. Petit sur le bâtiment. Bonne journée à tous. Au revoir.